La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Petit, Sébastien Paris passait déjà son temps libre dans la boulangerie-pâtisserie de son père. Alors l'amour de ce métier, il l'avait déjà un peu dans les veines. Après s'être formé en France et commencer sa carrière en métropole, Sébastien s'envole de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, au Québec. Ce qu'il aime, raconter des anecdotes à travers ses desserts. L'histoire de son petit déjeuner original d'enfance, sa rencontre avec un producteur de passiflore. Chacun de ses desserts cache une petite histoire. Et s'il préfère la pâtisserie de restaurant, c'est qu'il y est justement plus simple d'exprimer ses contes. Au menu de cet épisode, pourquoi et comment raconter des histoires dans ses desserts, son amour du bon vivant, et enfin son envie de rassembler les pâtissiers et pâtissières québécois. Bonne écoute! Bonjour Sébastien. Salut Léa, ça va bien? Ça va et toi? Ça va super. Écoute, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi entre la France et le Québec, ça fait plaisir. Euh, et du coup, pour commencer, je voulais un peu revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, la première question, c'est toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Alors mon dessert préféré, c'est assez drôle parce que, en gros, pour expliquer un petit peu mon enfance, j'ai grandi avec mon père parce que mon père est boulanger-pâtissier aussi. Ça fait quelque chose comme 3-4 générations qu'on est là-dedans dans la famille. Ok. Euh, le dessert que j'ai toujours préféré, c'est le dessert que je lui volais toujours, puis ça, il le sait, on en a beaucoup rigolé plus tard, puis c'est comme la tarte aux fraises. Je ne sais pas pourquoi, mais comme à chaque été, quand il commençait à faire les tartes aux fraises, genre tous les soirs, j'étais incapable de me passer d'une petite tarte aux fraises de lui, puis j'ai jamais retrouvé ce goût-là, fait que je pense que c'est comme vraiment resté mon dessert préféré ever, puis c'est pas mal ça, ouais. Donc, moi, je dirais la tarte aux fraises. Donc, du coup, si je comprends bien, toi, c'était un peu écrit dans le... Enfin, c'était la suite logique que tu deviennes pâtissier. Il n'y a pas eu trop de suspense de ce que tu voulais faire plus tard? Ou est-ce que t'hésitais quand même, justement, en disant je veux pas suivre les pas de tout le monde? En fait, là, pour ça, comme c'est sûr que oui, j'ai grandi là-dedans. J'habitais au-dessus du Fournil, fait que oui, il y avait une prédestination à faire ça. Mais mon père voulait vraiment pas que je sois pâtissier parce que il a Ok. grandi là-dedans, il a connu le métier en étant jeune, donc quand il avait mon âge aussi. Fait que il a connu en fait toute cette affaire en fait d'un métier qui est assez dur physiquement, qui demande de se réveiller assez tôt, de se coucher parfois assez tard. Surtout lui, en plus, qui est chef d'entreprise. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça m'arrivait des fois le matin de l'aider à mettre au four pour le pain, puis le soir, quand je rentrais de l'école, je te parle de ça quand j'étais au collège, fait que j'avais genre Ouais. 11 12 ans peut-être, là. Puis le soir, ben, tu sais, genre quand on arrivait à l'été qui commençait à faire chaud, pardon, ben, on faisait comme les croissants hyper tard parce qu'il faisait plus frais le soir. Fait que ben, des fois, on commençait à faire les croissants, il était genre minuit, puis on terminait à 1 heure du matin, puis le lendemain matin, je me réveillais à 6 7 heures pour prendre ma douche puis aller à l'école. C'est fait que c'est sûr que lui était pas spécifiquement emballé à ce que je fasse ça, ce que je pouvais comprendre. Puis comme j'ai vraiment beaucoup de crayons là, tu sais, genre j'aime beaucoup dessiner aussi, ce qui est hyper intéressant puis important aussi pour la pâtisserie parce qu'on fait beaucoup de croquis. Fait que lui voulait plutôt que je parle peut-être plus du côté de l'architecture, qui est un métier qui me plaît beaucoup aussi, parce que c'est sûr que le côté créatif avec le dessin, ça aide beaucoup, puis l'architecture est comme un métier qui est assez semblable quelque part à la pâtisserie, sauf que ben, c'est beaucoup moins manuel, c'est plus de l'office.
Fait que lui, il voulait plus que je fasse effectivement ça. Euh, mais étant donné que j'ai grandi là-dedans, puis que depuis que je suis très très jeune, il m'a toujours appris à utiliser mes mains, à faire quelque chose avec mes mains. Ben, c'est sûr que j'avais vraiment envie de faire un métier qui soit manuel. Euh, Fait que je l'ai un petit peu, je lui ai fait une sorte de petite passe par derrière, puis je me suis dit, shit, je vais quand même aller sur un métier manuel, un métier de bouche, puis je me suis dit, je vais commencer par la cuisine. Parce que, oui, Ok. j'aime beaucoup la cuisine avec, là, un peu moins que la pâtisserie, c'est sûr, mais j'aime beaucoup ça quand même. Fait que je me suis dit, je vais commencer par la cuisine, puis on verra bien où ça me mène. Fait que ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé mes études de cuisine avec mon frère Théo. Euh, qui lui habite à la Martinique maintenant. Fait que, tu sais, on a quand même commencé ces études-là tous les deux, puis en plus, le fait d'être, entre guillemets, de la famille, tu sais, vraiment, ça nous renforçait en plus à garder le temps. Fait qu'on a commencé à faire ça. Très honnêtement, j'étais pas bon là-dedans. C'était pas un truc que j'adorais après coup. Euh, mais je prenais beaucoup de plaisir à faire les desserts. Fait que ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai terminé mes études, fait que j'ai fait un BEP puis un bac pro en France, à Royan, en Charente-Maritime. Donc, j'ai fait mes études. C'était pas vraiment les 3 meilleures années de ma vie parce que j'ai pas beaucoup aimé ça, en fait, la cuisine. Mais comme je te dis, j'aimais beaucoup les desserts. Fait que dès que j'ai terminé ça, je suis parti de chez mon père pour aller sur des bateaux de croisière, pour faire de la cuisine encore, pour voir s'il y a peut-être un moment où j'allais avoir un petit déclic, puis que ça me dirait comme, shit, en fait, ouais, j'aime ça, la cuisine. Puis au final, ça prenait pas, là. Tu sais, je voyais du surgelé de partout, des affaires de même. Puis, tu sais, limite, ça me dégoûtait encore plus, là, tu sais. Fait que j'ai fait ça pendant à peu près un an, faire de la cuisine sur bateau de croisière, dans des campings pour faire des débuts de saison. J'ai fait aussi une affaire dans un restaurant de port, fait que tu sais, sur le bord de mer, tout ça pour améliorer un petit peu mon agilité, avoir un petit peu plus de mouvement et tout ça. Puis au final, genre vraiment, ça passait pas. Très clairement, j'avais vraiment envie de taper du dessert. Fait que, au bout d'un an, je me suis dit comme, shit, c'est quoi là, comme, on va reprendre les études pour une année. Fait que j'ai recommencé une mention complémentaire en dessert de restaurant, donc à Talence, à Bordeaux. Euh, j'ai fait ça, puis très honnêtement, j'allais pas beaucoup à l'école parce que ben, j'aime pas beaucoup l'école comme beaucoup de chefs, on s'en doute, là. Mais je prenais beaucoup de plaisir dans le restaurant dans lequel je travaillais, qui était le Cottage à Beau-sur-Mer. Puis il m'a appris énormément de choses sur les desserts. Puis bizarrement, avec lui, le fait que ce soit un petit peu plus gastronomique, ben, j'ai repris une petite part de plaisir à cuisiner aussi. Fait que je faisais un petit peu des deux. Puis aujourd'hui, ça m'a comme vraiment remis en amour avec aussi bien la pâtisserie qu'avec le côté salé en fait. Fait que maintenant je suis capable de faire les deux puis je prends du plaisir aussi bien à cuisiner qu'à faire de la pâtisserie. Donc c'est pas mal ça. Ok, et du coup, plus du coup pâtisserie de restaurant pour avoir un peu ce côté cuisinier ou la boutique ça te tente? Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est sûr que je préfère la cuisine de restaurant pour plein de raisons. C'est sûr que quand j'ai commencé avec mon père en boutique, euh, j'avais un aspect de la pâtisserie qui me plaisait bien, qui était de pouvoir prendre son temps, de regarder les choses se faire, de cuire en plus avec les fours à sol, fait qu'on a une cuisson qui est encore différente et tout ça un petit peu plus, c'est pas négatif ce que je vais dire, mais un petit peu plus grossier, avec beaucoup plus de gélatine quand même pour que ça Mm. puisse tenir dans le temps, là, ça c'est normal. Euh, mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup avec la cuisine de restaurant, avec la pâtisserie de restaurant, pardon, c'est comme ce côté ultra éphémère. Tu sais, le fait de pouvoir rajouter un sorbet, des sphérifications inversées, tu sais, toutes ces petites affaires-là, un petit peu plus moléculaires, avec des gélatines bah, qui conviennent à tout le monde, ça, avec des gélatines Mm. à base de plantes, à base d'algues et tout ça. Fait que, tu sais, puis tu creuses un peu plus la tête, tu fais aussi à la demande du client, si t'as un client qui est vegan, qui est végétarien, qui mange pas de gluten, qui mange pas de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Puis comme, Ouais. c'est
bizarrement, je prenais énormément de plaisir à faire des desserts pour ces gens-là parce que comme ça me sortait de mon confort, puis c'était comme, OK, lui, il aime pas le gluten, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai pas un petit biscuit sans gluten ou avec une farine différente qui fait que il pourrait avoir la même texture qu'un biscuit avec de la farine, mais avec une farine différente? Tu vois, tout ce genre d'affaires-là, puis au bout d'un moment, là, tu sais, plus je m'y intéressais, plus j'allais chercher sur des affaires encore plus loin, comme on avait en Charente-Maritime, il y avait un petit moulin qui est le moulin de Vasseur, si j'ai pas de bêtises, si je me souviens bien, Mhm. qui fait comme une farine à l'amande, une farine de noisette, une farine de pistache ou une affaire de... Enfin bref, tu sais, il faisait comme plein de farine, plein d'huile, puis j'étais comme, yo, là, tu sais, comme on retire toutes les traces de gluten de ça, puis ça nous amène dans des recettes qui sont full différentes alors que c'est la même base, c'est juste on va utiliser la matière première qui est différente et ça change tout. Tu sais, j'ai quand même fait un dessert à base de champignons, de citron et de farine de noisette, puis ça nous sortait comme une espèce de raviole farcie avec une farce de noisettes torréfiées, champignons, un petit peu d'uxelles, avec une écume de citron. Et c'était complètement mindfuck, là, tu sais, tu sais, tu t'attends pas à voir ça, les gens voyaient ça, puis ils étaient comme, oh, il nous a fait des pâtes au chocolat ou une affaire de même, tu sais, c'est vraiment perturbant, puis j'adorais voir les gens comme, what the fuck, c'est quoi, tu sais, puis, tu sais, j'adorais ça. Fait que c'est pour ça que je préfère la cuisine, la pâtisserie de restaurant pour justement avoir ce côté-là beaucoup plus recherché, beaucoup plus éphémère. Pareil avec les glaces, avec les sorbets, ça j'adore les faire. Euh, Puis il y a quelques années, quand j'étais chef pâtissier au Morinière à Yenne, donc en Savoie, euh, mon chef de cuisine, donc Michael Arnoux, qui est un chef qui a été un mentor, même si ça s'est un petit peu mal terminé, on va dire. Mais à côté de ça, ça a été vraiment un mentor parce que il m'a permis de me perfectionner à un point que j'aurais jamais imaginé. En l'espace d'à peu près un an et demi, comme il m'a développé une espèce de sens que j'appelle un peu du perfectionnisme, parce que c'était comme tous les petits détails qu'il fallait, tu sais, de pas une trace de doigt sur l'assiette, de pas spécifiquement aller chercher des affaires qui sont déstructurées pour avoir un dessert, tu sais, qui va dans tous les sens. Tu sais, tu regardes l'assiette, tu sais pas trop ce que tu manges, machin. Tu sais, il m'a appris à presque avoir un dessert de boutique, mais qui puisse être éphémère. Fait qu'on on avait fait un dessert comme ça, sur lequel on avait travaillé tous les deux pour les championnats de France du dessert que j'ai fait en 2021 en professionnel. Euh, Puis c'était juste un dessert qui était tout simple, un cercle en faisselle de chèvre qui représentait en fait je vais te raconter l'histoire après. Je vais déjà t'énoncer un petit peu ce dessert-là. Donc en fait, le dessert, c'était un cercle glacé en faisselle de chèvre avec à l'intérieur une confiture de lait, une mousse à la confiture de lait, un épeautre soufflé, fleur de sel, une sauce miel, vanille, citron, un grillage en tuile de miel. Et sur le dessus, un palais en fromage blanc glacé avec la croix savoyarde dessus, parce qu'à cette époque-là, j'étais en Savoie. Fait que je voulais mettre aussi en avant le côté local, puis tous les produits étaient full local. Le lait venait comment on appelle ça? De, de la fromagerie qui était juste à côté à Yen. Le miel venait d'un petit fabricant de miel qui était juste à côté de chez nous. Enfin, tu sais, les poutres séparées. Enfin, tu sais, on était full dans du locavore, mais c'était beau, là. Tu sais, j'aimais vraiment beaucoup aller voir ces personnes-là parce qu'ils avaient vraiment de la potion, puis ils nous sortaient des produits qui étaient vraiment excellents. Fait que c'est ça. Puis tu vois, ce dessert-là, par exemple, il y avait un côté avec une espèce de petite anecdote avec. Puis ce dessert-là, c'était une représentation de mon dimanche matin en famille. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Le dimanche matin, donc j'habitais au-dessus du fournil avec mes deux sœurs. Puis ce qui se passait, c'est que quand on se levait le matin, on descendait dans le salon, on prenait notre bol de lait froid avec nos céréales, puis on regardait les dessins animés. Puis vers 11h30, on va dire, mon père éteignait le four. Puis avec ma plus grande sœur, on a un point commun, c'est qu'on adore les toasts de chèvre miel. Fait qu'on avait un petit fromager qui était juste à côté de chez nous. Fait que vers 11h, on allait chercher notre morceau de chèvre. On prenait une baguette dans la boutique, puis on la mettait sur le bord de l'hôtel avec le chèvre à fondre dessus. Puis on mettait un petit trait de miel dessus.
Et c'était, tu sais, comme, c'est vraiment mes dimanches matins que j'ai préférés parce que c'est toute ma jeunesse. C'était les petits moments un petit peu privilégiés avec mes deux sœurs, avec mon père aussi, quand il nous rejoignait, il avait un petit peu plus de temps. Tu sais, fait que, tu sais, c'est ce genre de moment-là qui est genre super bon, puis j'ai adoré ça. Et je voulais le représenter dans un dessert, mais genre, dans un dessert boutique, j'aurais difficilement pu le faire. C'est parce que on n'a pas cette même représentation du lait froid ou du chèvre chaud. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Fait que Oui. il y a vraiment que dans un dessert à l'assiette où je pouvais le représenter comme je l'imaginais. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été un des desserts préférés du jury sur l'édition 2021. Fait que j'étais vraiment super content quand Jean-Patrick Blanc est venu me voir en disant les chefs ont adoré ton dessert de sélection, fait que j'étais vraiment super content, puis j'y ai mis beaucoup d'amour et ça c'est quelque chose qu'on retrouve principalement avec les pâtissiers de restaurants, tu vois. Ce genre de petite anecdote-là, puis c'est super le fait de pouvoir la partager en direct avec le client avec, là, tu sais. Tu sais, quand t'es en boutique, tu fais ton gâteau, même s'il y a une petite anecdote qui va avec, tu sais, le client, il est comme, OK, ben, je vais prendre lui parce qu'il est beau, tu sais, ou parce que les produits qu'il y a dedans, ça m'intéresse. Que quand tu es au restaurant, puis que tu amènes ton assiette toi-même au client pour lui expliquer la petite anecdote, tu sais, ça change complètement, puis le client va le déguster d'une manière totalement différente parce qu'il sait que tu as mis beaucoup d'amour, puis cet amour-là, il va le prendre avec lui, puis il va l'apprécier deux fois plus, là. Fait que c'est ça. Ouais, c'est intéressant en gros de dire que puisque tu racontes l'histoire, du coup, enfin, puisque le client a le contexte, ça va l'aider à comprendre un petit peu ce qu'il est en train de manger. Enfin, finalement, même si on va pas revivre exactement toi la scène telle que tu l'as vécue, puisque toi, il y a vraiment ton souvenir dedans, mais ça peut aider à comprendre justement toute la démarche, se dire ah oui, je retrouve tel goût, tel truc. C'est exactement ça. Mais tu sais, c'est comme... C'est sûr qu'à chaque fois que je présente ce dessert-là à l'oral, sans que les gens puissent l'avoir goûté, tu sais, les gens sont comme, ah ben, on n'a pas eu la même enfance, on n'a pas eu les mêmes petits déjeuners et tout. Je le sais, mais le but, c'est pas de vous faire vivre votre petit déjeuner à vous, c'est de vous faire vivre mon moment à moi que j'ai vécu avec mes sœurs, avec ma famille. Tu sais, c'est un dessert qui, quelque part, rassemble parce que, oui, c'est pas ton dessert, mais c'est mon petit déjeuner, c'est comme ça que moi je le vois. On a tous des interprétations bien différentes, mais le client va quand même l'accepter parce qu'il se dit, OK, là, tu sais, comme, ouais, quand il était petit, il avait quand même des bons petits déjeuners, puis je ressens ce côté un petit peu familial avec ses sœurs, avec son père. Tu vois, l'histoire est là, fait que, tu sais, sur le moment, tu peux t'imaginer un petit peu comment c'était le lever, les dessins animés, le bol de lait froid avec les céréales. Tu vois, c'est ça qui est super intéressant et important pour moi, c'est justement de pouvoir, de pouvoir faire vivre en fait ces émotions-là aux clients. Mhm. Et je te dirais que, elle est peut-être pas 90% de mes desserts non plus, mais on va dire un bon 70-80% de mes desserts ont tout le temps une petite anecdote. Des fois, c'est des anecdotes qui sont un petit peu plus minimes, là, tu sais. Mais j'aime beaucoup apporter des anecdotes ou des moments bien particuliers, qui soient personnels ou qui soient tout publics, pour justement faire déguster mes desserts. Et les gens, en général, sont très réceptifs à ça. Fait que ça amène à beaucoup de jolis mots à la fin du repas ou alors de belles actions, là. J'ai eu certains clients qui étaient comme en train de pleurer à la fin du dessert, qui étaient comme ah, ça m'a vraiment ramené un vieux souvenir avec ma grand-mère, avec ma mère, avec mon père. Puis tu sais, c'est ça qui est super intéressant, là, tu sais. Fait que voilà. Oui, puis en plus, je pense que comme il y a aussi le fait que du coup tu racontes ton histoire, ton anecdote, etc., on se projette aussi, tu vois, finalement sur toi, enfin sur ses souvenirs à soi, de se dire moi, qu'est-ce que c'était mes petits déjeuners en famille, et du coup, forcément, tu reviens un peu. Alors, même si effectivement, genre, c'est pas les mêmes que les tiens, et du coup, c'est pas les mêmes que le dessert qu'on est en train de manger, mais du coup, on peut faire le parallèle et il y a quand même des choses qui peuvent être assez évocatrices, quoi. Donc, oui, effectivement, je pense que ça aide. Donc, un bon dessert, ça veut dire qu'il doit être fait déjà avec beaucoup d'amour, c'est ce que tu disais. Euh, et il faut raconter une histoire. Un bon dessert, il raconte quelque chose. C'est ça. Puis
comme je te dis, en dessert, par exemple, avec le dimanche matin en famille, le dessert que je viens de t'expliquer, euh, tu vois, il y a une autre partie de ça qui est intéressante, c'est le fait d'utiliser des produits locaux. Ça peut paraître bête, mais je déteste les desserts à base d'ananas, à base de bananes, à base de tout ça. Techniquement, oui, j'aime ça. Tu sais, je trouve ça super bon et tout ça. Mais je déteste les faire pour la seule et unique raison que ben, ça vient pas de chez nous, ça vient pas de, de là à 10 kilomètres de là, tu sais. J'ai fait des fois des desserts à l'ananas, mais parce que j'avais un ami horticulteur qui habite à côté de Cognac, qui a une énorme serre qui produit énormément de tomates, de fleurs, de plantes, et c'est un aspect que j'aime beaucoup aussi. Puis il faisait pousser des petits ananas super sucrés, puis j'en ai fait des desserts avec ça. J'ai même fait un dessert autour d'un fruit de la passion, qu'il était, je pense, un des seuls à produire en France, qui était, comment ça s'appelait? La Passiflore Mm, Instantia, qui est une fleur bleue qui est magnifique et qui donne mm, un fruit de la passion que personne ne connaît, qui est pas fripé ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme un fruit de la passion qui est rouge, un petit peu jaunâtre orangé, qui est super beau ce fruit-là, puis il a une espèce de petit velours sur sa coque, là. Puis à l'intérieur, le fruit est blanc, assez sucré avec une légère touche d'acidité, complètement différent du fruit de la passion qu'on connaît, où à l'intérieur c'est très orangé, puis assez acide, là, tu sais. Fait que tu vois, les fruits exotiques qui sont faits à côté de chez moi, je vais prendre énormément de plaisir à le faire, puis je vais surtout prendre énormément de plaisir à le faire découvrir à mes clients, parce que la plupart du temps, ils ne le connaissent pas. Euh, donc, c'est ça aussi qui est hyper important, c'est le fait d'aller chercher des petits produits que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie, qui est juste à côté de chez lui, mais qu'il n'a jamais pris le temps de se dire comme tiens, ça serait peut-être intéressant qu'un jour je le prenne puis que je le goûte. Juste comme ça. Et tu vois, par exemple, pour ce fruit de la passion-là, j'avais fait un dessert qui était tout bête. C'est-à-dire que je prenais le fruit directement, je le vidais par en dessous, je faisais une petite incision en dessous, je le vidais complètement pour récupérer tout le jus et toutes les graines. J'en faisais un, entre guillemets, un lemon curd avec ce jus-là. Je remettais un petit peu du fruit, un petit biscuit au citron, puis je terminais, me semble, avec une petite mousse, pareil, citronnée, un petit peu passion. Je le regarnissais, puis je le posais simple dans l'assiette. Puis mon instruction, c'était d'arriver avec ça, puis les gens pensaient que c'était des trompe-l'œil. J'étais comme, non, c'est pas un trompe-l'œil, là. C'est comme pour vous faire découvrir ce fruit euh, qui est un fruit de la passion, la Passiflora incense, machin, machin. Puis les gens sont comme, ah, ok. Et comment on le mange, là, tu sais? Puis ma seule réaction, c'était de leur dire de la même manière que tu vas manger un fruit de la passion ordinaire, c'est-à-dire, tu le coupes en deux, tu prends ta petite cuillère, puis tu manges. Et les gens adoraient ce moment-là. Bon, on a eu une affaire une fois avec un critique gastronome qui est venu manger au restaurant, puis qui avait vraiment pas compris ça, malgré les instructions du maître d'hôtel, puis qui s'est mis à manger le fruit en entier. Et je ne sais par quel miracle, il a trouvé même la peau du fruit bonne. J'étais comme, je comprends pas trop l'intérêt, mais anyway, pourquoi pas. Mais il a quand même développé une chose qui était pas bête, euh, qui m'a beaucoup inspiré aussi par la suite pour ce dessert, c'est que le fruit de la passion, par exemple, tu sais, quand tu l'ouvres en deux, que tu retires toutes les graines, t'as tous ces petits picots qui sont là. Tous ces petits picots, c'est mm. un petit peu comme des bouches. C'est ce qui donne du nutriment aux fruits à l'intérieur. Fait que quelque part, là où c'était intéressant de le faire directement dans le fruit et de pas faire un espèce de trompe-l'œil, c'était le fait de pouvoir venir racler correctement tous ces petits picots pour récupérer le peu de nutriments, de petits jus qui restaient là-dedans pour avoir une dernière une note un petit peu acidulée, un peu sucrée de ce fruit-là. Et tu vois, c'est plein d'anecdotes comme ça qui sont super et qui mettent en valeur le dessert, qui mettent en valeur le produit. Et tu vois, il n'y a pas vraiment d'histoire là-dessus, tu vois, c'est rien de particulier, mais juste le fait de se dire, shit, ben, l'histoire est quand même intéressante parce que ben, il a pris le temps avec son horticulteur et machin et tout ça. Et, et, et en soi, tu sais, il n'y a rien de personnel.
sais, tout le monde aurait pu avoir cette idée-là s'il avait été voir cet horticulteur-là, puis que l'horticulteur avait été un bon ami depuis des années qu'il lui avait donné ce produit-là à un moment donné, tu vois. Et c'est ça que j'adore, tu vois, je trouve ça vraiment super. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est du coup, c'est quoi le point de départ? Parce que donc il y a vraiment cette envie chez toi de raconter quelque chose dans ces desserts, mais du coup, c'est quoi le point de départ dans la création d'un nouveau dessert? Est-ce que c'est justement tu pars de cette histoire et en me disant bah tiens c'est telle anecdote que j'ai envie de raconter et du coup les saveurs bah elles sont là un petit peu, enfin comme tu racontais tout à l'heure ton histoire de petit déjeuner, finalement les saveurs elles étaient assez évidentes. Soit est-ce que c'est enfin tu vois un produit, comment est-ce que tu, enfin quel est vraiment le point de départ? Comment ça se passe quand tu crées quelque chose? Eh ben, tu vois, pour ça, c'est pareil. C'est assez difficile de me comprendre parce que j'ai comme plein de manières de créer un dessin. Effectivement, comme tu dis, il y a la manière la plus simple j'ai une histoire à raconter, j'aimerais la mettre en valeur, j'aimerais l'expliquer, la faire comprendre aux gens. Et effectivement, je vais faire en sorte de mettre en recette toutes ces parties-là. Donc, comme on disait, par exemple, la confiture de lait pour le lait, le disque de fromage blanc glacé pour rappeler la fraîcheur du lait, le disque de faisselle de chèvre pour rappeler le fromage de chèvre, mais tout en ayant cet aspect un peu glacé pour quand même rester sur le lait froid, etc. Donc ça, c'est sûr que oui, c'est une manière de créer pour moi. Après, effectivement, il y a une autre manière qui est pour moi super intéressante, qui est de jouer également donc avec des produits euh, qu'un client ou qu'un producteur va vouloir me proposer de jouer avec. Mmh. Donc là, effectivement, comme avec l'horticulteur qui m'avait proposé de jouer un petit peu avec ce fruit de la passion, comme il l'a fait aussi avec des variétés de tomates qui étaient énormes, c'est un des plus grands producteurs de variétés de tomates. Donc, il en produit pas en nombre, mais par contre, il avait quelque chose comme 300 ou 400 variétés de tomates différentes. C'était incroyable. Fait qu'à chaque fois que j'allais chez lui, tu sais, je le voyais avec deux, trois tomates de chaque, puis récupérer toutes ses graines. Et tu vois, ça, c'est une façon de le faire aussi. Où je prends par exemple ma belle-mère qui est maraîchère, puis un jour, j'étais allé la voir sur les marchés, puis il lui restait une botte de carottes. Elle me dit, tiens, tu veux pas faire quelque chose avec? Des petites carottes fan, machin. Et elle me dit, ah ben tiens, j'ai un petit défi pour toi. Je te demanderai de faire un dessert avec ces carottes, mais le but, c'est que tu jettes rien. Ok, j'aime ça le défi, tu sais, comme, tu sais, d'avoir des fois des desserts comme zéro déchet. Puis le dessert à la carotte, par exemple, j'avais vraiment aucun déchet. J'avais tout Mmh. récupéré de la parure pour en faire une crème glacée à la pelure de carotte. J'avais fait une huile de fan de carotte avec tous les petits morceaux. J'en avais fait un jus pour faire un caramel de carotte. Une autre partie du jus pour faire une tuile chiffonnée à la carotte. Le trop plein de carottes que j'avais, j'en avais fait du carotène pour mettre sur une petite carotte fan mise au beurre noisette stimé à la fin. Enfin, tu vois, c'est toutes ces affaires-là. Euh, donc ça, c'est sûr que oui, c'est une façon de créer aussi le dessert. Après, j'ai une autre façon encore qui est de prendre un produit de base, mettons, on va dire le raisin ou la vigne. Tu sais, on avait fait un dessert avec Michael Arnoux où il m'avait posé la question, il m'avait demandé est-ce que je créais un dessert autour de la vigne. Euh, Puis on était là à cette même période, en période d'octobre, je pense. Euh, Puis très honnêtement, le raisin qu'on a à ce moment-là, ben, il y en a soit pas, soit il est pas assez mature pour le manger. Fait que, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait travaillé autour du verjus et de la vigne en soi, donc le serment de vigne et la feuille de vigne. Fait on avait fait une sauce à gastache, de raisin, fumée un petit peu avec le verjus. Puis à côté, on avait fait une ganache au chocolat fumée au serment de vigne. On avait fait des opalines au cacao, on avait fait des petites feuilles en chocolat, pareil, où on s'était démené, mais tellement fort pour arriver à faire ces feuilles-là, par exemple. La petite anecdote là-dessus, on avait essayé les premiers coups pour vraiment essayer d'avoir la manière euh,
la plus proche d'une vraie feuille de vigne. On s'était dit, on va essayer de peindre le chocolat, on va essayer de peindre les feuilles de vigne directement avec le chocolat. On s'était dit, ça va marcher, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Puis, on s'est rendu compte que sur les feuilles de vigne, en fait, il y a une espèce de petite pellicule, un Mm. petit peu des espèces de poils, qui fait qu'on n'arrivait pas à récupérer les feuilles de chocolat. Fait qu'on a dû, je pense, faire tout le tour de Chambéry, de Yenne, enfin, de Savoie, entre l'Ain et la Savoie, pour essayer de trouver des producteurs de vin qui pouvaient nous avoir des feuilles de vigne en plastique, malheureusement. Mais on voulait vraiment essayer ça, parce qu'on voulait vraiment, en fait, cette forme de feuille de vigne. Et on a fini par en trouver juste à côté de chez nous. Et ça a super bien fonctionné. Et tu vois, c'est ce genre d'affaire-là aussi qui te permet de créer un dessert, de se dire, faut qu'on arrive à faire quelque chose. Tu sais, on avait des vignes juste en dessous du restaurant, donc c'était ultra intéressant de jouer un petit peu autour de ça, puis de se dire, ok, on n'a pas de raisin, mais par contre, on peut quand même faire un dessert autour de la vigne. Et ça, c'était super intéressant. Donc, tu vois, c'est un peu comme mes trois principales formes pour faire un dessert. Ouais. C'est effectivement raconter une histoire, ou bien avoir un produit exceptionnel sur lequel on veut tourner, soit avoir un produit auquel on veut tourner autour. Et là, on va chercher vraiment bah, plein d'affaires, tu sais. Je vais te prendre un autre exemple, par exemple avec la fraise, où on l'associe énormément au thym, au basilic. Et ça, c'est une raison qui est très simple et qui est hyper facile à expliquer. C'est que le thym est un répulsif à petits insectes qui adorent la fraise. Fait que on retrouve assez régulièrement en fait du thym ou de la menthe ou du basilic autour des plants de fraises, parce que justement ça éloigne toutes ces bêtes-là. Et bizarrement, ça crée une espèce d'association qui est vraiment parfaite parce que par la terre, on va avoir une espèce de similarité entre ces deux produits-là. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est hyper intéressant aussi à travailler, c'est de se dire, bon, bah, le miel, tu vois, pourquoi on va travailler autour du miel, mais pourquoi il est intéressant, tu vois? Parce que, tac, les abeilles, elles vont chercher donc sur les fleurs, et ces fleurs-là, actuellement, sur ce miel-là, c'est quoi? C'est de l'acacia, c'est de la fleur, Mm. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça nous permet de jouer encore plus et de raconter, encore une fois, une espèce d'histoire autour de ce produit-là, parce qu'il a été cultivé ou cueilli autour d'un produit auquel on n'aurait pas pensé ou auquel on ne sait pas que ça pousse à côté ou que c'est cultivé à côté. Oui, en fait, moi, j'ai l'impression que peu importe, tu vois, quel est le point de départ initial, dans tous les cas, le dessert, à la fin, il doit raconter quelque chose. Et il faut qu'il y ait l'histoire derrière qui soit assez évidente. Ça veut dire que le dessert est construit, entre guillemets, de manière logique, quoi, enfin, qui va de soi. C'est complètement ça. Est-ce que d'ailleurs, d'avoir été en France et au Canada, ça change quelque chose? Enfin, ça a changé un peu ta manière de créer? Est-ce que, c'est les produits différents qui vont t'inspirer des choses différentes? Enfin, est-ce que ça a un impact, sur ta création, sur tes desserts? Ouais, parce qu'en France, on a énormément de produits. Ça veut pas dire qu'ici au Québec, on en a pas. On en a vraiment Oui. beaucoup que les gens ne connaissent pas non plus. Parfois, même certains Québécois ne connaissent pas. Je vais te donner un exemple tout bête, le mélilo. Le Ouais. mélilo qui est une plante, mais qui a une odeur de vanille, un petit peu de tonka. Euh, il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas et pourtant, on en a une quantité astronomique qui pousse sur les bords de route. Tu sais, c'est comme j'ai plus le nom, Eldenflower en anglais. Euh, Oui. la fleur de sureau. La fleur de sureau, par exemple, c'est la même affaire en France. C'est quelque chose qui pousse sur les bords de route. Alors, bien évidemment, la fleur de sureau, c'est encore différent parce qu'on a certaines plantes qui sont toxiques et d'autres qui sont consommables. Ici, avec le mélilo, c'est différent parce que le mélilo n'a pas de partie toxique. Donc, c'est quand même cool. Mais effectivement, tu vois, c'est un produit, par exemple, que le monde ne connaît pas plus que ça. Donc c'est ça qui fait un petit peu la différence, c'est que en France, on a une façon de voir un petit peu tous ces produits-là beaucoup plus. Je sais pas comment l'expliquer celui-là. C'est comme moi j'ai une vision de ça.
j'ai toujours été sur le côté royanais, donc beaucoup en campagne avec le cognac et tout ça. Et tu sais, on est une famille un peu chasseur-cueilleur, tu sais. Fait que on s'intéresse énormément à nos produits, que ce soit des produits issus de la chasse ou issus de la cueillette. Euh, c'est ça, on l'a en nous dès le début parce qu'on l'apprend dès le début. Ici, le problème avec le Québec, c'est qu'on a un petit peu ce côté, ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais un peu ce côté parisien, c'est-à-dire qu'ils sortent très peu de la ville. On connaît un petit peu moins les forêts et tout ça et tout ce qui peut s'y trouver. Et malheureusement, ben, ils ont pas les mêmes connaissances que des chasseurs-cueilleurs qui vont connaître tous ces petits produits-là, qui vont avoir ce côté un petit peu plus bon vivant. Tu sais, bon vivant, ça veut pas juste dire manger des grosses côtes de bœuf avec des patates sur le bord d'un brasero. Ça veut aussi dire aller à la chasse, aller à la cueillette, aller à la pêche, puis comprendre un petit peu ce qui tourne autour. Tu sais, je vais citer Les Bons Vivants avec le gueuleton. Euh, J'aime beaucoup leurs vidéos, même ici, je les regarde encore, parce que je trouve ça hyper intéressant quand ils font une vidéo, qu'ils vont à la chasse, à la pêche, pardon, pour aller chercher des écrevisses. Ça peut paraître bête, mais tu les vois faire quoi, les gars? Ils sont en train d'aller pêcher des écrevisses, puis qu'est-ce qu'ils font autour? Ils vont chercher des petits champignons qui sont à côté, puis ils vont faire leur espèce de tambour comme ça, tu sais. Fait que j'aime beaucoup cet esprit-là du côté français qui aime ça un petit peu sortir du restaurant pour aller voir les fleurs, les plantes, les végétaux, les légumes, les fruits qu'il peut y avoir autour d'eux. Ou ici, pour le moment, je suis surtout sur Montréal, fait que ici à Montréal, là, c'est pas quelque chose qui se fait énormément. Quand on va un petit peu plus dans les Laurentides ou un petit peu plus dans l'ouest du Québec, au Saguenay, Québec, Trois-Rivières, tout ça, là, on le fait un petit peu plus par là-bas parce que ben, c'est de la région, fait que c'est plus campagnard, on va dire. Même si ici, ils détestent ce mot-là. Mais moi, je suis un cow-boy avec ici, fait que, tu sais, on aime ça, aller dans les champs, aller dans les forêts, puis aller chercher des fleurs, des légumes, du mélilo. Tu sais, quand on part, des fois, en journée, on part à côté de Drummondville, dans les réserves indiennes, on passe dans les forêts, puis on va chercher des tonnes et des tonnes de mélilo pour en faire des sirops ou des essences de mélilo pour en avoir pour toute l'année. Tu vois, c'est quelque chose que on fait nous, mais qui est pas une globalité ici, tu sais. Il n'y a pas la même vision de la gastronomie aussi, qui est quelque chose qui est hyper flagrant. Et quand je suis arrivé ici au Québec, ben, beaucoup de Français m'ont dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'en vas au Québec? Tu sais que la gastronomie là-bas est pas terrible, là, tu sais. Oui, il y a des très bons restaurants, mais on est vraiment loin de ce qu'on fait en France. Euh, mais j'étais comme, moi, je veux arriver là-bas, puis je veux essayer de changer ça à mon échelle. Mais tu sais, je veux essayer de faire comprendre aux gens que la gastronomie, ben, c'est pas juste des grandes assiettes et des trucs ultra luxe. Tu sais, ici, un restaurant gastronomique, ils appellent ça le Toqué, qui est un restaurant qui sert des super belles côtes de bœuf, sert, oui, des frites maison, des machins, des bonnes sauces et tout, mais tu sais, on n'a pas ce côté où on sort un petit peu les doigts de la tête, pour pas dire autre chose. Mais tu sais, on n'a pas ce côté-là de se dire, on va aller chercher le produit qui existe nulle part, puis on va le mettre tellement en valeur que les gens vont adorer. Ici, ils pensent beaucoup trop business, beaucoup trop luxe, ça veut dire caviar, homard, magret de canard, foie gras, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. c'est pour ça que j'aime beaucoup la France pour le côté gastronomique. C'est que justement, on a cette vision-là de se dire, c'est pas parce que ça coûte cher que ça va être meilleur. C'est Mm. parce qu'on a un bon produit qui vient à côté de chez nous et qu'on y met beaucoup d'amour que là, ça va être bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, tu peux clairement apporter ta pierre à l'édifice en apportant un peu cet état d'esprit C'est ce qu'on essaye de au faire. Québec, quoi. Il y a quelques années en France, j'avais commencé à avoir cette idée d'une association qui s'appelle le Goûter des pâtissiers, qu'on avait fait deux, trois affaires avec. Puis le but de cette association-là, c'était de rassembler des pâtissiers d'un petit peu partout en France,
ouvert au public pour faire découvrir un petit peu les nouvelles modes, les nouveaux produits qui puissent exister dans notre industrie. Ce qui marchait super bien. On avait fait deux ou trois éditions, c'était super. On s'était rencontré avec pas mal de copains. Euh, Ici, j'ai voulu le refaire. Puis honnêtement, j'ai appelé Patrice Demers en premier, qui est un de mes grands amis ici à Québec, qui est un pâtissier qui est très célèbre ici, qui est un petit peu, je vais pas dire l'équivalent de Pierre Hermé, mais qu'en est pas loin, qui a vraiment beaucoup de relations ici, qui est vraiment très connu et très réputé pour sa pâtisserie, qui a un restaurant qui s'appelle Sabayon ici à Montréal. Et, euh, et je l'ai appelé directement, j'ai dit ça, je dis écoute, là, tu sais, comme on est dans un hôtel qui est assez luxueux, tout ça, mais on n'a pas ce côté gastronomique. Puis je fais pas tant de ventes de desserts, tu sais, j'essaie de faire des desserts qui soient pas trop gastronomiques parce que je comprends bien qu'ici, ils ont pas la même vision et qu'ils en veulent pas trop non plus. Mais, tu sais, genre, des desserts hyper simples, genre, j'ai fait une petite revisite du Saint-Honoré, qui était très simple, et j'en vendais, mais pas plus que ça. Et je voulais vraiment vendre du dessert parce que je veux faire connaître ma pâtisserie, parce que elle est intéressante et que j'y mets beaucoup d'amour et je vais chercher les meilleurs produits à chaque fois. Et j'y arrivais pas. Et je l'ai appelé un jour, je dis écoute, Patrice, là, comme j'ai cette idée qui me revient, où j'avais fait ça en France, goûter des pâtissiers, machin, puis j'aimerais ça, l'ouvrir au public ici, qu'on se rassemble entre pâtissiers montréalais, parce on est quand même beaucoup de pâtissiers français ici, principalement des Français d'ailleurs dans les pâtissiers de restaurants. Euh, Puis je dis, je veux qu'on fasse quelque chose de grand, qu'on arrive à faire découvrir aux gens que derrière les pâtisseries de restaurants, ben, il y a des vrais pâtissiers qui sont là, qui se démènent pour trouver les meilleurs produits, pour donner beaucoup d'amour. Parce que c'est sûr que la pâtisserie de restaurant, on a, je pense, tous un petit peu cette même façon de penser, et cette même façon de faire découvrir et de faire plaisir aux gens. Euh, et comme je l'ai dit, je dis, j'aimerais faire ça. Il me dit, écoute, Seb, là, comme, t'as une super bonne idée et genre, je te suis à 1000% là-dessus. Et j'ai appelé deux, trois autres copains, au Ritz à Montréal, le Sofitel à Montréal aussi, avec Olivier Perret, avec Paul Perra, qui sont deux gars qui sont super et qui ont beaucoup de réputation ici à Montréal. Je les ai appelés eux, j'ai appelé d'autres copains et tout. Et tous m'ont dit comme, ton idée, elle est super, puis on va tout faire pour t'aider à le faire. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que ça s'est un peu mal terminé avec l'hôtel dans lequel j'étais. Ils ont pas voulu me suivre dans ce projet-là, mais c'est un projet qui est toujours en cours. On cherche d'autres alternatives pour le faire. Mais ouais, à la base, on voulait faire ça en fait dans les hôtels, dans nos hôtels respectifs, pour faire une espèce de publicité en fait à chacun des hôtels et restaurants participants. Euh, Tout simplement pour avoir déjà notre clientèle, pour avoir énormément de touristes, pour avoir énormément de Québécois. Et c'est ça. Mais l'idée plaît énormément, donc ça risque de voir le jour, je dirais, on va dire, d'ici les 2 prochaines années. Ça va être l'objectif, on va dire. Mais c'est sûr que oui, c'est un événement qui coûte quand même assez cher. On avait fait une petite estimation, puis on commençait déjà à parler en dizaines de milliers de dollars. Fait que c'est sûr que oui, là, c'est un budget, puis on veut aussi mettre en avant nos partenaires qui sont là tous les jours avec nous dans les restaurants. On pense par exemple à Valrhona, à Cacao Barry, pour expliquer aussi, tu sais, aux gens ben, l'importance du cacao, comment c'est fabriqué. Euh, J'aime beaucoup Valrhona, je fais partie des passions dessert qui nous avait présenté l'eau Abica en 2021 quand j'ai été élu. Tu vois, toutes ces affaires-là aussi c'est d'avoir un espèce de côté un peu pédagogique, mais pas un pédagogique lourd où tu sais, où tu t'ennuies parce que machin, c'est le même discours, c'est non, un pédagogique intéressant où il y a de l'activité, tu sais. On te fait découvrir, bon bah ça c'est la cabosse de cacao, puis à l'intérieur il y a le mucilage, en dessous il y a la fève on la concasse, ensuite on la rend gruée, ensuite on la torréfie, ensuite on la... Enfin tu vois ce que je veux dire? Et ça Ouais. rendait on était déjà rendu à pratiquement une trentaine de participants entre pâtissiers et représentants. Vraiment, ouais, ça a plu à vraiment tout le monde. C'est ça. Malheureusement, ça a été mis un petit peu en stand-by,
dès que je peux le remettre à jour, on va se remettre à travailler dessus, puis on devrait avoir, comme je te dis, une première édition, je l'espère, en 2025-2026 peut-être, on verra bien. En tout cas, c'est un beau projet, donc je te souhaite que ça voit le jour, parce qu'effectivement, c'est très chouette. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Ça représente quoi pour moi la pâtisserie? Bah écoute, pour moi la pâtisserie, bon, déjà c'est une affaire de famille. Parce que c'est sûr que, bah, comme je te disais, j'ai grandi là-dedans avec mon père, mon grand-père, ma grand-mère était vendeuse pour mon grand-père, ma mère était vendeuse pour mon père. J'ai grandi là-dedans, j'ai travaillé avec eux, mes deux, voire même trois sœurs ont travaillé là-dedans. Fait que, tu sais, c'est sûr que oui, là, toute la famille est possible, même mon oncle travaille un petit peu là-dedans, mais à titre personnel, tu sais, il s'est fait un petit laboratoire dans sa cave pour pouvoir faire des croissants, tout ça pour la famille, et je trouve ça super. Donc c'est sûr que oui, il y a un côté hyper familial pour moi. Ça représente quoi d'autre? Ça représente, je dirais, j'aime beaucoup cette vision gastronomique du dessert de restaurant. Tu sais, c'est sûr que oui, c'est un petit peu différent du dessert de boutique, parce que le dessert de boutique, évidemment, c'est quelque chose qui est un moment de partage où on partage un bon moment avec toute la famille. Tu sais, on prend en général les boutiques, c'est beaucoup les petits gâteaux, soit pour le goûter, à partager avec sa blonde, ou le dimanche, partage ça en famille après le bon poulet fermier du dimanche midi. Enfin, tu vois, c'est un moment où, en général, on partage. Le dessert de restaurant, ça peut paraître bête, mais moi je le trouve très égoïste parce que c'est un dessert qu'on n'a pas envie de partager justement. Parce que il y a ce côté déjà éphémère, il y a ce côté de tu le mangeras nulle part. Tu sais, tu vas en boutique, tu vas un éclair au chocolat, oui, le goût va être légèrement différent, mais l'éclair au chocolat que tu vas trouver à Paris, que tu vas trouver à Lyon, que tu vas trouver à Bordeaux ou à Rennes ou à Nantes, ça va être à peu près la même chose. Qu'un dessert de restaurant, c'est compliqué de retrouver deux fois le même dessert de restaurant, sauf si bien évidemment tu vas dans les classiques, genre les mousses au chocolat, les profiteroles, les affaires de même. On s'entend. Mais c'est pour ça que je te dis, le côté un peu gastronomique, c'est que le dessert gastronomique, à 100%, tu le retrouveras jamais dans un autre restaurant. Et c'est ça que je trouve super. Parce que tu as ce côté éphémère, tu as ce côté recherché, tu as ce côté minutieux. Certains vont avoir des desserts, enfin une vision du dessert beaucoup plus minimaliste, d'autres bah, parfois un petit peu plus grossière, mais c'est pas méchant. Tu sais, fait que ça, on a tous des visions très différentes. Beaucoup vont avoir Ouais. le côté locavore, d'autres un petit peu moins. Ils vont aimer ça, travailler justement des produits ultra exotiques. Enfin, tu sais, c'est ça qui est super, c'est que la pâtisserie, en fait, là, tu peux l'avoir, chacun va l'avoir d'une manière très différente et tout le monde va l'adorer pareil, là. Effectivement, et c'est ça qui est beau. Bah écoute, merci beaucoup. Pour terminer, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, c'est quoi toi ton péché mignon? Bon, on va rester sur la tarte aux fraises, là. C'est mon dessert d'enfance, je peux pas l'oublier. Oui, logique. C'est quoi l'ingrédient dont tu peux pas te passer? Si demain je te dis t'as plus le droit de l'utiliser dans tes desserts, ça devient un peu compliqué. C'est un peu contradictoire ce que je vais te dire, mais la vanille. J'aime beaucoup trop la vanille. Mais c'est souvent ça, hein. C'est ça, tu sais, confiture de lait, mettre une petite gousse de vanille dans tes confitures, dans tes gels, tout ça. C'est la vanille, mais la vraie gousse de vanille, tu sais, pas la liqueur Ouais, la vraie gousse de vanille. bien sûr. Je peux vraiment pas m'en passer, là. Montréal en 3 saveurs, ça donne quoi? Enfin, ou le Québec si tu veux élargir un peu plus. Je partirais dans les clichés après, là. Non, Montréal, ben, Québec, je vais dire comme, hmm, c'est pas si évident que ça, pour vrai. Je dirais évidemment le sirop d'érable. Ça, on en a tous à la maison. Il y a un autre produit que le reste de l'Occident connaît pas, c'est qu'on a un espèce de sel aux herbes ici, qui est très utilisé et qu'on a tous dans la maison. J'ai plus le nom, mais c'est vraiment une espèce de mixture d'herbes québécoises avec du gros sel, avec du sel ancien que ça on utilise partout. Et ça, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. Euh, puis on va dire le mélilo avec.
J'étais sûre que le Mélilo allait arriver. Et c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Ça peut être une saveur que tu as aussi redécouverte, enfin, tu vois, associée à un autre goût et où du coup ça a donné une nouvelle saveur que tu as bien aimée, que tu as découverte récemment. C'est l'estragon, le Ok. tarragon. J'ai toujours aimé l'estragon, mais il y a quelques années, j'avais fait déjà une sauce au verjus avec de l'estragon, de la coriandre, du persil, tout ça, que je trouvais super frais, que j'adorais. J'avais créé une crème glacée aux herbes, justement, avec ça aussi. Et là, je l'ai redécouverte il y a quelques semaines, mois de ça. Je dis, c'est vrai que c'est super bon et ça change tout, en fait, là. Tu sais, maintenant, j'en fous partout. J'en ai tout le temps à la maison, puis genre, je fais une purée de pommes de terre, une purée de chou-fleur, une affaire de même, je fous de l'estragon dedans, puis ça rend le truc super bon, là. Et c'est un des produits que j'utilise maintenant beaucoup, que ce soit avec le chocolat, avec les fruits, j'en fous partout. Et j'adore ça. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? J'en ai plein. J'en ai plein. J'ai un de mes Parle-moi d'en frères. plusieurs. J'ai un de mes frères de cœur avec qui un jour j'aimerais beaucoup qu'on fasse quelque chose, qui est Simon Pacari. On s'est rencontrés la première fois au championnat de France du dessert quand j'étais en junior. Il avait fait un dessert qui était super, qui représentait son salon. Il avait utilisé beaucoup de chocolat, de sucre tiré, sucre soufflé. J'avais trouvé ça super. Moi, j'avais fait un dessert à la betterave et au chocolat avec un peu de vin blanc dedans. On s'est re-rencontrés au championnat de France en professionnel cette fois-ci, donc on était en face à face à cette époque-là. Ça a encore plus renforcé nos liens. Et ensuite, on a été élu Passion Dessert en même temps en 2021 avec Morgane Rimbaud. Donc, ouais, Oui. si je devais dire vraiment deux personnes avec qui j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup faire un truc, ça serait pas mal, ouais, Simon Pacari et Morgane Rimbaud, ouais. Brandon Dehaene ou Aurélien Rivoire aussi, c'est des bons copains et on aime beaucoup partager nos idées aussi, ouais. Bah écoute, je te le souhaite. Et puis maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt fruits ou chocolat? Oui. Été ou hiver? Dans les saveurs. Été pour les saveurs, hiver pour personnellement. Entremets ou gâteau de voyage? Gâteau de voyage. Et puis herbe ou épice? Herbe. Laquelle en particulier? L'estragon. C'est vrai. Et puis enfin, ton dessert sapin citron ou le chocolat herbacé? Hmm. Chocolat herbacé, ouais. Écoute, merci beaucoup Sébastien, c'était absolument passionnant, j'ai beaucoup aimé notre échange. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit un ingrédient à goûter, une recette à refaire, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Eh ben écoute, j'aurais envie de te dire, peut-être que essayer de faire un dessert avec nos produits de chez nous qui sont le sirop d'érable puis le mélilo, même si je pense qu'il est un petit peu Ok. compliqué, mais on trouve beaucoup d'extraits sur Internet. Donc ouais, je dirais Oui. pas mal un dessert mélilo sirop d'érable. Je pense qu'il y a un petit peu de défi là-dessus. C'est des produits qui sont pas aussi simples à pâtisser qu'on ne le pense. Ah non, mais trop chouette. Merci beaucoup pour ce défi. Qui est-ce que tu as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Ah, Alexandre Blais, est-ce que tu l'as déjà fait? Non. Eh ben voilà, on en a le gars Très bien. qui travaille au Etzia, si je dis pas de bêtises, euh, dans le sud-ouest. Ouais, c'est ça, au Etzia, le chef pâtissier de l'hôtel Etzia, à Pilat-sur-Mer. Qui est un Ah, très écoute, très bon ami, on merci. s'était rencontrés au Passion Dessert et on se prend des nouvelles assez régulièrement ensemble parce que c'est un super gars. Il a une vision qui est assez similaire à la mienne aussi, où on aime beaucoup ça. Donc je pense que c'est un gars avec qui tu vas beaucoup aimer converser. Bah écoute, je le contracterai, donc merci beaucoup. Encore merci vraiment pour cet échange et pour ton temps. Et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Mettez beaucoup d'amour dans vos desserts et ça ira bien. Bah merci beaucoup Sébastien. Merci à toi, Léa. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent.
Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!